Bernard, bonjour à tout le monde, merci d'être présent. Nous allons bientôt participer à une compétition électorale au mois de décembre. Quand on écoute les médias et les observateurs, on a l'impression que les jeux sont faits, que cette compétition électorale se fera entre deux candidats. Le candidat sortant qui est le président de la région et son challenger qui est le maire de Bémao. Donc nous pensons qu'on ne peut pas se contenter de cette compétition entre deux candidats qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. La preuve, c'est que le challenger, le maire de Bémao, il était l'un des principaux soutiens du candidat actuel, du candidat sortant. Le candidat qui représente Bémao et le JUSR a été le soutien actif de M. Lurel. Donc on se rend compte que ces deux candidats se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils n'ont pas de projet. Ils sont dans une politique politicienne, une politique qui consiste à se faire réélire, à garantir leur réélection en faisant du clientélisme. Et la Guadeloupe se meurt. La Guadeloupe est en faillite. Rien ne marche. Les hôtels ferment. Le chômage augmente. Le problème de l'eau est toujours récurrent. Le problème des déchets, toujours pas réglé. Les jeunes sont dans la désespérance. Donc, il y a un véritable problème qu'il faut absolument régler, c'est le développement économique. Or, le développement économique est du ressort de la région. Avec la nouvelle loi qui vient d'être votée en août 2015, la région aura encore plus de compétences, puisque la région aura en plus des compétences habituelles, les transports et les collèges, et la clause de compétence générale qui permettait aux collectivités de faire un peu tout, eh bien, cette clause de compétence générale a été supprimée. Et donc, même si le conseil départemental voudrait intervenir dans le domaine économique, il faudrait que ce conseil départemental le fasse avec l'autorisation de la région. Donc c'est pour bien montrer l'importance de ces élections régionales. C'est une élection capitale pour l'avenir de la Guadeloupe. C'est pour cette raison que le CIPA s'engage dans cette bataille, parce que depuis longtemps, nous avons mené le débat au niveau économique. Nous avons été présents aux côtés des gens qui sont en lutte, les travailleurs, mais également les citoyens. Nous avons été présents pour défendre le problème de la cherté de la vie. Nous faisons en sorte de mener le combat pour que la vie soit moins chère en Guadeloupe, parce que cette vie chère pénalise particulièrement les classes laborieuses. Nous avons mené bataille contre la fiscalité injuste sur l'eau. Nous avons également aussi fait la transparence sur la question des carburants. Donc c'est pour cette raison, également parce que nous pensons qu'il faut proposer aux Guadeloupéens une alternative, c'est-à-dire une autre politique, que notre présence est indispensable. Et donc nous pensons qu'il faut que nous fassions appel, et nous faisons appel aujourd'hui aux citoyens pour qu'ils prennent toute leur place dans cette campagne, parce que ces citoyens qui sont indignés et qui se plaignent et qui téléphonent sur les répondeurs, qui disent il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de chômage, eh bien nous disons à ces citoyens, il faut qu'ils rentrent dans la campagne, il faut qu'ils fassent irruption sur la scène politique. Et donc, la liste du CIPA, c'est une liste qui est ouverte aux citoyens. Bien sûr, le CIPA prend l'initiative, mais cette liste-là est ouverte à tous les citoyens, toutes les citoyennes qui considèrent qu'ils ont des choses à dire. Et donc, nous voulons mener une bataille à la fois économique, à partir d'un message qu'on lance. Le message, c'est une production. Un pays ne peut pas fonctionner sans production. Donc, le message, c'est la production. Et nous avons 12 axes que nous allons développer dans cette campagne. Et parmi les axes que nous allons développer, c'est véritablement prendre en compte la notion d'archipel. Puisque nous avons un archipel qui est composé de 7 îles. Et on a l'impression que dans cet archipel, il y a 2 îles qui sont reliées par le pont d'Agabar, la Grande Terre et la Basse Terre. Et les autres ne font pas partie de la Guadeloupe. Et nous pensons que ce n'est pas possible, qu'il faut faire autre chose, qu'il faut faire en sorte que la vie ne soit pas plus chère à Grand-Bourg de Margalante qu'à Pointe-à-Pitre,
Il faut faire en sorte de désenclaver ces îles pour qu'il y ait des moyens de transport autres que maritimes. Donc, ce sont des idées que nous allons développer. Et nous allons développer aussi l'idée de démocratie participative, parce que toutes les choses qui se font dans les assemblées se font au-dessus de la tête des citoyens. Les citoyens ne savent pas, ils ignorent tout sur ce qui se passe à la région. Et nous voulons, à l'occasion de chaque événement important dans la vie du pays, inviter les Guadeloupéens, inviter les citoyens à donner leur avis. À titre d'exemple, il y a l'élément le plus important dans la vie de la collectivité, dans la vie de la région Guadeloupe, c'est le vote du budget. Combien de Guadeloupéens qui savent le montant du budget de la région? Combien de Guadeloupéens qui connaissent les orientations budgétaires? Malheureusement, on ne le sait pas, parce que je pense que la presse ne fait pas suffisamment son travail à ce niveau-là, mais surtout, ceux qui sont élus ne rendent pas compte à la population. Et nous allons rendre compte à la population, nous allons associer les citoyens aux décisions et nous allons rendre compte. Donc voilà à peu près les axes que nous allons défendre dans cette campagne. Et nous pensons que les jeux ne sont pas faits, nous pensons que les choses ne sont pas jouées, rien n'est gagné, rien n'est perdu. Donc, il faut mener la bataille, et le CIPA va mener la bataille, et nous allons faire appel à tous ceux qui ne votent pas, à tous ceux qui s'abstiennent parce qu'ils sont dégoûtés de la vie politique. Nous disons, venez, prenez part à la bataille, venez voter, parce que le CIPA est une alternative à la politique funeste qui est menée depuis de nombreuses années. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à dire, mais évidemment, nous sommes prêts à répondre aux questions de la presse. Merci, Président. Alors, comme ça se passe en général dans toutes les conférences de presse, nous allons naturellement laisser la priorité à mesdames et messieurs les journalistes, et puis ensuite seulement, en fin de séance, s'il y a des sympathisants qui voudraient des compléments d'information, on sera très heureux de les leur apporter. Mesdames, messieurs de la presse, vous avez la parole. Oui. Bien sûr. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous donnerai les deux axes. Alors, premier axe, affirmer que la Guadeloupe est un archipel. Alors, les gens le disent quelquefois, mais plus souvent on dit la Guadeloupe et ses dépendances. Pour nous, Marie-Galante n'est pas une dépendance, Désirade n'est pas une dépendance, Terre de Haut n'est pas une dépendance, Terre de Bas. Ça fait partie de l'archipel. Et toutes les îles de l'archipel doivent être traitées sur le même plan. Donc, nous considérons, nous allons prendre des mesures pour que la vie ne soit pas plus chère à Marie-Galante, à Désirade qu'en Guadeloupe. Il n'y a aucune raison. La seule raison, c'est le fret, mais c'est quelque chose qu'on peut régler. Parce qu'il y a un budget, et ce budget de la région doit permettre aux gens de vivre correctement en Guadeloupe. Il n'y a aucune raison que parce que vous habitez une région, vous êtes défavorisé par rapport à une autre région. Donc, l'archipel. L'archipel, ça veut dire aussi désenclaver les îles de l'archipel. Vous savez, comme moi, qu'actuellement, il y a un seul moyen de transport pour se rendre à Marie-Galante. C'est le bateau. Le seul moyen de transport pour se rendre à Désirade, c'est le bateau. Or, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades de bateau. Et donc, si vous ne donnez pas une alternative, un autre choix que le bateau, il y a beaucoup de gens qui n'iront pas à Marie-Galante ou à Désirade, ou à Sainte même. Et donc, si vous voulez développer le tourisme intérieur, parce que notre idée aussi de tourisme intérieur, les premiers touristes des îles doivent être des Guadeloupéens. Et pour que les premiers touristes soient des Guadeloupéens, il faut qu'il y ait tous les moyens de transport pour se rendre dans les îles de l'archipel. Donc, on aura ce souci de traiter d'une manière égale toutes les îles de l'archipel. Ensuite, un développement harmonieux et complémentaire du territoire. Alors hier, j'ai écouté un débat à la télévision, voix de première, j'étais sidéré. Il y avait une dame, Madame Panchard, qui a été ministre, donc qui avait ce nom de pouvoir, qui a parlé de Basse-Terre, qui a parlé de développement harmonieux. Or, Mme Panchard, elle a signé le transfert de la CCI
de Basse-Terre à Pointe-à-Pitre. Il y avait particularité de la Guadeloupe, c'est qu'il y avait une CCI à Pointe-à-Pitre, une CCI à Basse-Terre. Et on a décidé qu'il y aura une seule CCI, mais le siège sera à Pointe-à-Pitre. Or, les textes disent que le siège de la CCI doit être au chef-lieu. Mais parce que cette dame a des relations privilégiées avec Mme Coury, elle a signé pour que la CCI aille à Pointe-à-Pitre. Donc, si vous faites partir les services administratifs du chef-lieu, c'est sûr que ce chef-lieu va dépérir. Et je vous donne une information que peut-être que vous ne connaissez pas au niveau de la presse, c'est que l'INSEE, qui est à Basse-Terre, qui est une direction régionale, voire même il y a une direction interrégionale, et le siège c'est Basse-Terre, eh bien, il y a 90 enquêteurs de l'INSEE qui vont déménager en 2018 et qui vont s'installer à Jabois. Tout est fait, les syndicalistes ont alerté les autorités, les hommes politiques, les femmes politiques, personne ne dit rien. Donc ça contribue à développer Basse-Terre. Donc si les administrations partent, ça veut dire que les commerçants auront moins de clients, que les professions libérales auront moins de clients. Et donc, si vous voulez qu'il y ait un développement harmonieux, il faut laisser à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire, Basse-Terre, jusqu'à preuve du contraire, c'est chef-lieu administratif. Donc, il faut laisser l'administration à Basse-Terre. Donc, c'est un combat qu'on va mener auprès des autorités et auprès des gens qui sont ici pour qu'on garde à Basse-Terre son côté de capitale administrative. Développement complémentaire aussi, eh bien, il faut faire en sorte que Marie-Galante et les autres îles ne se dépeuplent pas. Vous savez que Marie-Galante perd chaque année des habitants. Pourquoi Marie-Galante perd des habitants? Eh bien, parce qu'il n'y a aucune activité économique à Marie-Galante. L'hôpital même qu'il y avait à Marie-Galante est fermé. Donc, il y a pratiquement une politique qui consiste à faire en sorte que Marie-Galante va se dépeupler et Marie-Galante deviendra à terme un lieu pour les retraités venant d'Europe et d'ailleurs. Voilà donc ce qui se profile. Et nous, on veut arrêter ce processus de décadence. Troisième axe, les conditions de vie. Conditions de vie, ah ben, vous avez tout le monde, vous avez vu comment les Guadeloupéens se plaignent, les Guadeloupéens souffrent parce qu'il n'y a pas d'eau. L'eau ne coule pas dans les robinets. Dans ce Bertrand, à Basse-Terre, en passant par Saint-François et les habitants, tous les gens crient. C'est un vrai cri de souffrance. Nous n'avons pas d'eau. Les gens restent 15 jours, 1 mois sans eau. C'est inadmissible. Et nous considérons que ça, c'est une priorité pour améliorer les conditions de vie des Guadeloupéens. Et nous avons des idées très précises concernant l'eau, le problème de l'eau, pour régler le problème de l'eau. Évidemment, on ne va pas le dire aujourd'hui, parce qu'il y en a qui passent en permanence leur temps sur le site du CIPA, écouter nos déclarations pour nous copier et pour revendiquer la paternité de ce que nous disons. Donc nous le ferons pendant la campagne et nous avons beaucoup travaillé sur la question de l'eau. Conditions de vie aussi, c'est le pouvoir d'achat dans les conditions de vie. Parce qu'il y a une paupérisation de la population. Il y a des gens de plus en plus pauvres en Guadeloupe, et notamment les retraités. 80% des retraités en Guadeloupe vivent au-dessous du seuil de pauvreté, qui est, en France, on considère qu'on est pauvre quand on vit avec moins de 940 euros. Eh bien, en France, le taux est à 14%, en Guadeloupe, on est à 22%, et contrairement à la France, je viens d'écouter hier, il disait que le taux de pauvreté avait baissé de 0,3 cette année. C'est pas beaucoup, mais ça a baissé, tandis que chez nous, ça monte, ça monte. Donc, il faut donner du pouvoir d'achat, et nous considérons que c'est possible, parce que dans la formation des prix, l'octroi de mer joue un rôle important. Il faut savoir qu'il y a des marchandises qui sont taxées à 20%. Et donc, si vous taxez une marchandise à 20%, il est évident que le commerçant va répercuter sur le consommateur final. Et le consommateur final, ce sont les consommateurs. Donc, il y a quelque chose à faire au niveau de la formation des prix. Il y a aussi tout un travail à faire au niveau des autorités françaises, au niveau du gouvernement, pour que le fret diminue. Parce que le fret sur la ligne transatlantique entre la Guadeloupe et la France, entre la France et la Guadeloupe, est 2 fois plus cher sur la ligne Pacifique. Donc il y a des choses à faire par rapport au monopole de la CGM. On va faire en sorte de mener des actions pour améliorer le pouvoir d'achat des Guadeloupéens. Améliorer le pouvoir d'achat aussi des Guadeloupéens, c'est faire en sorte que
les gens s'équipent de plus en plus en énergie renouvelable. Il y aura une dépense au départ, mais après, assez rapidement, les gens vont se retrouver et on va faire aussi diminuer la facture énergétique. Donc, donner du pouvoir d'achat. L'axe aussi, évidemment, qui est du ressort de la compétence de la région, c'est le développement économique. Mais quel développement économique? Pas le développement économique que préconise M. Durel et Chalus, qui consiste à donner des autorisations aux grandes surfaces pour s'installer. Grandes surfaces, on a l'impression qu'il y a du développement, mais ce n'est pas du développement, c'est une croissance sans développement. C'est-à-dire on a l'impression, on voit un parking rempli, on croit qu'il y a un développement. Non, le développement, ce n'est pas ça. Le développement, c'est la création de richesses. Création de richesses agricoles et industrielles. Donc nous allons aider les producteurs agricoles, prioritairement. Et quand on dit les producteurs agricoles, ça peut être simplement quelqu'un qui a 15 vaches, et l'objectif c'est d'amener à en avoir 20. C'est comme ça qu'on va créer de la richesse, c'est comme ça qu'on va réduire les importations, et c'est comme ça qu'on va créer de l'emploi. Donc l'axe prioritaire, ce sera le développement à partir des potentiels. Alors, le potentiel, c'est la terre, c'est la mer, c'est le soleil, c'est ça, et c'est la formation des hommes, évidemment. L'autre axe que nous allons développer, et qui est lié au développement économique, c'est permettre, c'est aider, c'est inciter, c'est encourager les producteurs à s'organiser en coopérative agricole, coopérative aussi dans les communes, pour qu'il y ait par exemple des fermes communales. Ce sont des idées que nous allons développer. Tout ça pour la conquête du marché intérieur. Nous voulons aussi développer le tourisme intérieur. Alors, tourisme intérieur, alors pour les gens qui parlent de tourisme, mais qui voient ça de manière superficielle, il faut savoir que, par exemple, en France, 70% des gens qui fréquentent les hôtels et les restaurants de France, ce sont des Français. Et nous, on considère qu'un touriste, il doit venir forcément de l'extérieur. Or, c'est pour cette raison que les hôtels ferment entre le mois de mars jusqu'au mois de décembre. Pratiquement, c'est chômage partiel, certains même profitent pour fermer. Parce que on considère qu'un touriste, il doit forcément venir de l'extérieur. Et nous considérons, comme ça se faisait quand j'étais gamin, les gens de grande terre venaient passer ce qu'on appelle le changement d'air, passer un séjour du côté de Goubert, à Dolé, parce que c'est un véritable dépaysement. Et s'ils viennent, ils restent en Guadeloupe, ils dépensent de l'argent en Guadeloupe. Ils font fonctionner les gîtes, ils font fonctionner les gens qui louent des maisons, et ils vont dépenser leur argent auprès des commerçants de proximité. Donc c'est ça qu'on veut développer, tout en encourageant évidemment les touristes qui viennent de l'extérieur. On ne va pas faire quelque chose au détriment des autres, mais on ne peut pas ne pas prendre en compte le fait qu'il y ait des Guadeloupéens qui ont un pouvoir d'achat et qui vont dépenser leur argent ailleurs. Et donc il faut inciter, il faut trouver des incitations, y compris peut-être aider les tickets pour aider, pour un complément, pour permettre aussi aux gens les plus défavorisés d'avoir droit aux vacances. Donc, tourisme intérieur. Nous allons aussi développer le transport. Alors, le transport, évidemment, tout le monde, quand on parle de transport, on parle simplement de faire des routes. Alors, on a des routes en Guadeloupe. Certains disent que ce sont de belles routes, mais ce que je constate, moi qui aime les statistiques, c'est qu'il y a 4 fois plus de morts en Guadeloupe que sur les routes de France. Alors que le nombre de morts a diminué en France de 16 000, on est arrivé à moins de 4 000. En Guadeloupe, on est toujours entre 60 et 80 morts parce que les routes sont accidentogènes, parce qu'il y a des routes à 4 voies, parce qu'il n'y a pas de pistes cyclables. Donc avant de penser de faire de nouvelles routes, il faut améliorer les routes qui existent. Il faut supprimer les routes à 3 voies, comme il existe à Goyave, à l'Ermitage, où chaque année, il y a environ 10 morts. Il faut supprimer ça, il faut transformer les routes à 3 ou 4 voies. Il faut qu'il y ait des pistes cyclables pour que les gens, particulièrement grande terre, se déplacent, comme ça se fait ailleurs, comme ça se fait dans d'autres pays, comme ça se fait de plus en plus dans les grandes villes, que les gens se déplacent
en fait ceux qui veulent, en tout cas, aient la possibilité de se déplacer à bicyclette, parce qu'au moins là, ils feront du sport, il y aura moins d'obèses, et on dépensera moins d'argent pour les carburants. L'autre axe encore, c'est la formation traditionnelle et la formation aux nouveaux métiers. Alors, ce que j'appelle la formation traditionnelle, ce sont des métiers que les gens ont tendance à négliger, voire même à mépriser, comme charpentier, menuisier, électricien, plombier. J'ai discuté avec des chefs d'entreprise, notamment un menuisier, qui a beaucoup de travail et qui a du mal à trouver des menuisiers qualifiés. Parce que de plus en plus, des gens, il y a des gens qui mettent des trucs en plastique, mais il y a des gens qui aiment le bois et qui veulent mettre des fenêtres, des jalousies, des persiennes en jalousie, tout ça. Et en bois, eh bien, ce chef d'entreprise, il a beaucoup de travail. Il me dit, je ne trouve pas. Je vais à Pôle emploi, je demande, on me dit non, j'ai personne. Donc il faut continuer à former les gens aux métiers traditionnels, mais il faut aussi former les gens aux métiers du futur. Aux métiers du futur qui sont plus des métiers du futur, qui sont des métiers qui sont d'actualité. C'est les énergies, c'est les métiers de la mer. C'est pas simplement pêcheur, c'est les métiers autour des énergies de la mer. C'est aussi des métiers, forcément, il faudra qu'on y arrive, tout ce qui est énergie renouvelable. Et il faut former les gens à ces nouveaux métiers. Ensuite, les échanges commerciaux. Échanges commerciaux, eh bien, on constate, quand on regarde les statistiques, qu'on commerce évidemment énormément avec l'Union européenne. 75% de nos échanges se font avec l'Union européenne, très peu avec nos voisins, même avec les États-Unis, qui est la première puissance commerciale, on commerce très peu. On commerce avec nos voisins, et notamment avec la Martinique. On commerce avec la Martinique dans un cadre qui est bien précis, c'est le cadre du marché antillais. Le marché antillais, ça consiste à faire en sorte qu'il n'y ait pas de dédouanement, un dédouanement Guadeloupe, un dédouanement Martinique. Ça veut dire que si une marchandise arrive en Guadeloupe et qu'une partie de cette marchandise est destinée à aller en Martinique, on va payer les droits et taxes en Guadeloupe, mais quand cette marchandise ira en Martinique, on ne paie plus une deuxième fois. Et comme le principe de l'octroi de mer, c'est que c'est dans le pays de consommation qu'on paie l'octroi de mer, c'est dans ce pays-là que la recette est acquise pour le pays. Ils ont mis en place un système de compensation, de remboursement, de reversement entre la Guadeloupe et la Martinique. Or, nous constatons que depuis que ça existe, depuis 1995, que le marché antillais, ça a toujours été la Guadeloupe qui a reversé à la Martinique. Et les choses vont en s'aggravant, puisque ces 3 dernières années, la Guadeloupe a reversé à la Martinique 17 millions, et la Martinique a reversé à la Guadeloupe un peu moins de 7 millions, donc pratiquement 10 millions. Comment expliquer cet écart? Puisqu'il s'agit à peu près de la même population, on a à peu près 400 000 habitants. Comment expliquer? Il y a quelque chose à faire. Donc, c'est pour cette raison que nous demanderons, nous ferons un bilan. Nous allons enquêter pour savoir si les choses sont normales. Si elles sont normales, eh bien, on va constater que c'est normal. Mais peut-être qu'il y a un courant de fraude, peut-être qu'il y a des choses qui se font mal, peut-être que les douaniers de la Guadeloupe travaillent mieux que ceux de la Martinique, peut-être que les douaniers de la Martinique ont consigne de fermer les yeux, on ne sait pas. Donc, il faudra faire une enquête, parce que dans cette affaire-là, la Guadeloupe perd de l'argent. Et vous savez donc que l'octroi de mer, c'est la recette principale des communes. Donc, concernant aussi les autres îles de la Caraïbe, nous sommes défavorisés au niveau du commerce, puisque nous sommes une région de l'Europe, et l'Europe a signé des accords avec les pays de la Caraïbe, ACP. Et nous, nos voisins, sont des pays de la Caraïbe. Et il y a entre l'Europe et les pays de la Caraïbe des accords de libre-échange. Ça veut dire que les marchandises des pays de la Caraïbe, donc nos voisins, la Dominique, Sainte-Lucie et d'autres, même Saint-Domingue, les marchandises de ces pays-là peuvent rentrer librement en Guadeloupe. Par contre, comme ce n'est pas réciproque, ces pays-là, qui sont des pays indépendants, donc qui sont maîtres de leur commerce, mettent des taxes, voire même des negative lists, c'est-à-dire des taxes qui sont prohibitives pour empêcher
les marchandises de la Guadeloupe d'entrer chez eux. Donc, il faudra négocier avec ces pays-là sur une base de gagnant-gagnant. On veut bien commercer, on peut même faire une division du travail. On peut très bien estimer que vous faites des citrons, et bien nous on va vous vendre des madères, mais il ne faut pas que ce soit, faut pas qu'on se comporte comme des grands pays industrialisés et qu'on fait du paternalisme avec les petits pays qui sont pauvres à côté, alors qu'ils ne sont pas pauvres, ils sont en train de se développer, alors que nous on est en train de régresser, on est en train de disparaître. Donc il faudra discuter aussi avec les pays de la Caraïbe. Enfin, le sport, il faut aider pour le sport de masse. C'est pas le sport, c'est pas simplement les champions. Bien sûr, on est très fiers d'avoir Teddy Riner, on est très fiers d'avoir de grands champions, mais il faut que le sport soit aussi à la portée de tout le monde. Il faut qu'il y ait des terrains de proximité, pas obligatoirement avec piste en tartan, mais qu'on puisse accéder au sport et encourager le sport. Donc, le sport de masse, tout en encourageant aussi le sport d'élite, de compétition. La culture, eh bien, il faut aider aussi tous ceux qui sont dans la culture. La culture, c'est pas simplement le même acte. Il faut aider eh bien, tous ceux qui sont dans la culture, ceux qui font du coca. Il faut aussi aider ces gens-là. Et pour les aider, il ne faut pas faire du saupoudrage. Il faut aussi qu'il y ait une politique culturelle. Il faut faire de la concertation avec les gens qui sont dans la culture pour connaître leurs véritables besoins et pour pouvoir aider ces personnes. Enfin, le dernier point, c'est la démocratie participative. On ne peut pas en 2015 considérer que les citoyens sont des sujets qui sont là pour subir. Il n'y a pas d'eau, on vous annonce simplement il n'y a pas d'eau dans le France-Antilles, on vous annonce qu'il faut d'eau. On n'associe pas les gens aux décisions. On fait comme s'il y avait une élite qui sait tout, qui fait tout et qui considère les autres comme des sujets. Non, nous on va rendre compte et on va associer les gens aux décisions. On le fait dans notre parti. On est un parti démocratique où les gens donnent leur opinion, discutent, débattent, ce qui n'est pas le cas de tous les partis. Mais nous, on va le faire au niveau de la population. Et dans cette démocratie participative, on va encourager les gens à demander des comptes aux élus. Parce qu'il n'est pas normal qu'on puisse dépenser autant d'argent, que les élus puissent dépenser tant d'argent pour se déplacer, pour descendre des hôtels à 500 € la nuit. C'est pas normal. Les citoyens ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas informés. Eh bien, nous donnons des informations. En tout cas, si nous sommes élus, on fera en sorte que le budget de fonctionnement de la région, qui est la moitié du budget total, diminue parce que il y a des dépenses qui sont des dépenses superflues, des dépenses qui sont simplement des dépenses de confort pour les élus. Je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'un élu aille en France obligatoirement en première classe. C'est pas nécessaire. Parce que la première classe, c'est 2 fois plus cher. Et ce pays-là, il est pauvre. Il est pauvre parce que quand je dis qu'il y a 80% des retraités qui sont sur le seuil de pauvreté, le pays est pauvre. Donc, quand un pays est pauvre, quand un pays ne produit pas de richesse, il faut que les élus donnent l'exemple. Et pour donner l'exemple, il faut qu'on réduise le train de vie. Et nous, on donnera l'exemple. En tout cas, nous, on prendra la parole et on dira, nous, on est contre. Il faut fixer un barème. Les hôtels, voilà, on considère qu'un hôtel, c'est ce type d'hôtel qu'il faut aller. Pas plus. Pas question qu'on a dans des hôtels. Moi, je vais à Paris. Je vais, à titre personnel, je descends des hôtels Ibis. Il y a un bon confort, il y a douche, il y a tout ce qu'il faut, télévision, et bien ça coûte 90 €. Pourquoi un élu n'irait pas dans cet hôtel? Parce qu'il va en mission. Quelquefois, ce sont des missions prétextes. Il y a plein de gens qui vont à la foire de Paris. Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait autant de gens qui aillent à la foire de Paris? Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait autant de gens qui aillent au départ de la route du Rhum? Il y a des chiffres accablants que vous pouvez trouver sur notre site. Ce qui est le rapport de la Cour des comptes sur tout ce que le gaspillage, la gabégie. 5 élus ont dépensé pour quelques jours 18 000 € en descendant des hôtels
500 euros, etc., etc. Donc nous, il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut que la population soit informée, il faut que la population demande des comptes aux élus. Et donc nous, dans la campagne, et pendant toute notre activité militante, on va appeler les citoyens à prendre part à la campagne pour qu'ils demandent des comptes et pour qu'ils participent aux décisions. Voilà. Merci. Bien, le président a été presque exhaustif cette fois-ci, donc on attend quand même des questions, hein, bien sûr. Justement, qui va poser la liste? On a parlé de présentation d'élection, on n'a pas parlé de... Ah oui, ah ben, on attendait la question. Donc, dimanche, il y a eu une assemblée générale du CIPA et qui m'a désigné à l'implaisir pour mener la liste du CIPA qui, je rappelle, sera ouverte aux citoyens et aux citoyennes. Mais j'ai été désigné pour mener la liste. Donc, à partir de maintenant, je suis en campagne. D'accord. D'autres questions rapidement. Ça Donc, allez, président, quitte la tribune. Juste pour Oui. que- Attends, je bois un peu d'eau. C'est à moi? Oui, c'est tout. On boit dans l'idée alors. Pas tout à fait une question. Oui, allons-y. C'est sur le tourisme. Je vais demander au président qu'est-ce qu'il pense de l'ouverture des réserves qui date de 1993 et qui, pour l'instant, jusqu'à présent, c'est une affaire privilégiée et qui privilégie les compagnies françaises. Les- Les Européens ne peuvent pas partir Ah oui. de chez eux pour aller. Ah oui, oui, ah oui, oui, oui. C'est l'histoire de. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. Nous, on est dans l'hémisphère américain, mais on considère, quand ça arrange les autorités, nous sommes des Français à part entière et nous sommes des départements à part entière. Donc, ils considèrent que c'est la ligne, on doit prendre la ligne intérieure. Et la ligne intérieure, c'est Orly. Pour aller en province, tu as Orly. Et l'aéroport international, c'est Roissy. Donc, c'est vrai que si on pouvait partir de Paris, à partir de Roissy pour venir ici, il y aurait plus facilement, par exemple, des Allemands ou des Suisses qui, eux, ils atterrissent à Roissy et ils changeraient simplement d'avion pour aller en Guadeloupe. Mais actuellement, quelqu'un qui sort d'un pays étranger, Allemagne, Suisse, compagnie, s'il veut en Guadeloupe, il faut qu'il aille à Roissy, qui est au nord, pour les gens qui ne connaissent pas, au nord de Paris. Il faut qu'ils prennent le bus, la navette, tout ça, aller prendre notre avion qui se trouve à Orly. Donc, effectivement, c'est un frein et les autorités guadeloupéennes le savent. Ils ont dit qu'ils allaient régler ce problème. Ça a été réglé il y a quelques temps, pendant 6 mois. Ils ont annoncé à grande pompe qu'on allait ouvrir l'aéroport de Roissy à la destination Guadeloupe. Et ça a été fermé. Personne n'en a parlé. Et maintenant, on part d'Orly, ce qui pose un problème, quoi.